Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans Dites-moi tout docteur, votre émission de santé. Le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida et c'est donc une opportunité pour nous de revenir sur la thématique de prise en charge des personnes malades du VIH-Sida en cette fin d'année. Et dans la dernière émission de votre émission de référence, Dites-moi tout, docteur de la télévision nationale. L'objectif donc de ce numéro spécial est d'insister sur la gratuité de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH, surtout lorsque l'état clinique et ou biologique nécessite. Quelles sont donc les étapes de prise en charge? Quelles sont les structures spécialisées à cet effet? Et pour répondre donc à ces différentes questions et d'autres, vous avez autour de cette table Monsieur Alpha Oumar Din Diallo, psychologue clinicien responsable de la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH, projet VIH Conakry, et Dr Sarah Kaba Kamara, médecin clinicienne également à la décentralisation à MSF, Médecins sans frontières sont donc nos deux invités pour répondre à ces différentes questions. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Vous pouvez donc nous appeler à la deuxième partie de l'émission au 620 58 90 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour nos invités respectifs et nous revenons à vous, cher public de Dites-moi tout, docteur, juste après. Bonsoir, docteur Din. Bonsoir, monsieur Din. Docteur Sarah, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Je disais tout à l'heure qu'on allait parler un peu, on va rappeler la gratuité de la prise en charge dans les structures spécialisées avec des personnes vivant avec le VIH. Alors, la prise en charge donc des personnes infectées et affectées par la maladie, par le VIH, est donc une étape cruciale. Et cette étape permet, si la maladie est dépistée à temps, que la personne retrouve sa vie d'avant, c'est-à-dire vivre comme les autres personnes. Docteur Sarah, est-ce qu'on peut connaître les étapes de cette prise en charge? Effectivement, bonsoir madame, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. En ce qui concerne le VIH, comme vous l'avez si bien dit, il y a les étapes. Mais avant qu'on ne parle des étapes, j'aimerais qu'on parle un peu d'abord du VIH. Évidemment. Comment que ce virus a été découvert. Ce virus a été découvert en Amérique du Nord vers les années 1980 pour la première fois. D'accord. C'est un virus qui est invisible tel que son nom l'indique. Il est invisible à l'œil nu. Il faut un examen microscopique. Raison pour laquelle le diagnostic n'est pas clinique. Okay. Le diagnostic est biologique pour la confirmation. On ne peut pas voir un être humain à l'œil nu comme ça, savoir qu'il souffre de VIH. Une personne peut vivre avec ce virus pendant 10 ans, asymptomatique. Donc, c'est à travers cette biologie qu'on peut le diagnostiquer. Les différentes étapes de la prise en charge. Le VIH étant une maladie chronique, ça nécessite 2 types ou étapes de prise en charge, à savoir celle médicale et celle psychosociale. D'accord. Raison pour laquelle nous sommes là à 2 Évidemment. ce soir. Évidemment. Bon, moi, je vous parlerai de la prise en charge médicale. D'accord. Dès que le diagnostic est posé, il n'y a pas de protocole pour la prise en charge. Okay. On dit tester, traiter. VIH positif, le même jour, le patient commence le traitement en fonction du stade clinique. Parce que l'OMS a stadifié le VIH en 4 stades. Le stade 1 qui est asymptomatique, stade 2 qui est symptomatique à travers une simple fièvre, céphalie,
Stade 3, c'est là où on parlera de la phase SIDA. Ok. À ce stade, la prise en charge n'est pas immédiate. Là, il y a un protocole qu'on doit suivre pour ne pas qu'on soulève autre pathologie. Le VIH n'est jamais seul. Il est toujours accompagné par des infections opportunistes. Comme... Telles que la tuberculose, c'est possible, la cryptococcose, la méningite. Donc, il n'est jamais seul. Donc, à ce stade 3, le traitement n'est pas immédiat. Mais le stade 1 et 2, le traitement est immédiat. Dépister aujourd'hui, à la minute, le temps dont nous prenons, c'est peut-être l'entretien psychosocial. Étant une pathologie chronique, il faut que le patient accepte son statut avant même le traitement, le dépistage. Avant le dépistage, il y a un pré-test, le post-test qu'on doit faire. Mon collègue va détailler ça de fond en comble. Oui, docteur, mais vous avez cité un mot, la cryptocose. Qu'est-ce que c'est? En fait, est-ce que c'est bien prononcé d'ailleurs le mot? Qu'est-ce que c'est? C'est l'atteinte du méninge, le système nerveux par le virus. Alors ça entraîne quoi? D'autres complications? Oui, ça entraîne. On va y revenir tout à l'heure. Souvent avec le VIH, on cite la tuberculose. Alors c'est une des maladies très opportunistes. C'est la première même. C'est la première infection opportuniste et la première cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Alors, on va retourner notre regard sur monsieur qui est là, monsieur Din. Et monsieur Din, il a parlé de ce qui la concerne, la prise en charge médicale. Et vous allez nous dire la prise en charge psychosociale. D'abord, qu'est-ce que c'est? Bon, merci pour l'invitation. En fait, la prise en charge psychosociale, son but, c'est la relation d'aide pour améliorer la qualité de vie des patients. Parce que quand quelqu'un est diagnostiqué VIH, il y a beaucoup de problèmes qui se passent chez lui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus peur de dire qu'il a le sida. Et cette peur-là, ces inquiétudes-là, toute cette anxiété-là, ça soulève des préoccupations. Nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider à surmonter ces difficultés psycho-émotionnelles. C'est un peu ça le but de la prise en charge psychosociale. Parce que si sur le niveau mental, ça ne va pas, ça veut dire que même le patient ne pourra pas bien prendre le médicament. Donc il faut absolument que le patient se sente bien, que le patient soit suffisamment informé pour commencer le traitement. Donc la prise en charge psychosociale, comme ma collègue vient de dire, ça commence justement au niveau, n'est-ce pas, du dépistage. Okay. Est-ce que vous êtes aussi présent lors de ces dépistages ou lors de la livraison, la délibération des résultats? Bon, c'est nous qui assurons. Moi, je suis responsable des personnes qui font ça. Ok. Et nous, mon équipe a... De façon, en fait, je parle de façon générale. Lorsque une personne est dépistée, et vous savez que la personne est déjà positive, et vous êtes là, vous, les psychologues, pour l'accompagnement spontané, rapide. Absolument, absolument. D'abord, nous préparons la personne, n'est-ce pas, au test d'abord. C'est la première chose. Ok. C'est ce qu'on appelle le pré-test. On peut le faire de façon individuelle comme on peut le faire de façon groupée. C'est-à-dire, si par exemple, c'est souvent des personnes qui sont suivies à la PTME, à la prévention de la transition mère-enfant, c'est-à-dire pendant la première consultation prénatale, on peut faire un pré-test groupé, c'est-à-dire on donne des informations liées au VIH, de comment il évolue dans l'organisme, quelle est la nécessité pour une femme enceinte qui est venue à la première consultation prénatale à faire le test de dépistage. On peut le faire de façon groupée. On peut aussi le faire de façon individuelle. Ça, c'est quand tu viens individuellement, tu veux faire le test de dépistage, n'est-ce pas, tu viens nous rencontrer. Mais on ne va jamais faire ton test sans vraiment te donner tes informations. Toutes les informations d'ailleurs liées au mode de transmission, non-transmission, la nécessité d'un traitement. Après ça, tu vas donner ton consentement éclairé. C'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'on peut te proposer, n'est-ce pas, le test, on le fait. Et la partie la plus difficile, c'est l'attente du résultat. Ou une fois que le diagnostic, on te dit que tu as le VIH, voilà, la personne est souvent perturbée. C'est une mauvaise nouvelle d'avoir le VIH et savoir qu'on vit avec dans son sang. C'est en ce moment-là que nous commençons déjà la dimension psychologique déjà. Comme on a dit, le but de la prise en charge psychosociale, c'est vraiment la relation d'aide. Aider la personne à surmonter les difficultés psycho-émotionnelles, toutes les préoccupations,
tous ces questionnements, toutes les inquiétudes, n'est-ce pas, qui viennent après l'annonce du diagnostic, nous sommes là pour l'écouter, pour l'accompagner à gérer ses émotions et puis à le préparer à commencer le traitement. Le traitement, le docteur a dit ce qu'il faut pour le traitement. Nous, chez nous, on ne donne pas tout de suite on donne pas tout de suite le traitement. Comme elle l'a dit, il faut absolument que nous préparons la personne parce que c'est un traitement à vie. Tu es diagnostiqué que tu as le VIH. Le VIH n'est plus une pathologie mortelle comme avant. Aujourd'hui, c'est une pathologie chronique. C'est que tu dois vivre avec pendant toute la vie. En tout cas, tant qu'il n'y a pas un traitement curatif. Donc, pour cela, il faut que tu sois préparé. C'est qu'on t'explique complètement le système immunitaire, de comment ça fonctionne quand le VIH rentre dans le corps. Il s'attaque, n'est-ce pas, nos lymphocytes T4. Il agénoue tout le système de défense. Et puis, il peut te faire tomber malade. Il va y avoir la naissance, l'arrivée, disons, des infections opportunistes. Le patient doit connaître tout ça et savoir alors quel est le rôle des ARV. Quand le médecin prescrit les ARV, quel est le rôle des ARV. Et une fois que tu commences à avoir les ARV, tu vas connaître, certains vont, n'est-ce pas, avoir un peu des effets secondaires. On explique tout ça pour ne pas que la personne soit, n'est-ce pas, surprise de ce qui va arriver après. Donc, à partir de là, on lui demande son consentement. Est-ce que, n'est-ce pas, tu es prêt pour commencer le traitement? Connaissant toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, là où la relation d'aide se situe déjà, une complicité commence entre les patients et nous pendant tout le déroulement. Dès que le patient a des difficultés et que ça le préoccupe ou que ça devient des interrogations non répondues, tous ces questionnements, ces étapes de questionnement-là, le patient est libre de revenir vers nous pour commencer déjà à échanger avec nous par rapport au traitement, mais aussi par rapport, n'est-ce pas, à la maladie. On va revenir tout à l'heure sur cette démarche. Moi, j'ai une question là. En parlant, ça m'est venu à l'esprit. Docteur, aujourd'hui, est-ce que vous, les médecins, vous ou les autorités compétentes, le ministère de la Santé notamment, les partenaires, vous donnez l'opportunité aux gens de se tester soi-même? C'est possible aujourd'hui chez nous? Est-ce qu'on le fait? Oui, c'est possible partout, de Conakry jusqu'à Yomo, dans toutes les structures étatiques. C'est possible. Chez MSF, nous tenons des dépistages communautaires dans les marchés, les ports, les écoles, même dans certaines entreprises. Nous partons dans certaines entreprises sous la demande parce que c'est volontaire. Alors, une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dans les pharmacies, les tests? Par exemple, je vais dans une pharmacie de la place, les tests sont disponibles pour faire mon test personnalisé, c'est-à-dire à domicile, et que j'ai un résultat. Au lieu d'aller dans un centre, après que les résultats soient sortis, que je sois en face des médecins pour me préparer à la prise en charge médicamenteuse et à la prise en charge psychosociale. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Guinéens, on est arrivé à cette phase? Non, nous ne sommes pas arrivés à cette phase d'abord. Compte tenu du taux d'analphabétisme dans le pays, on ne peut pas le faire. Ensuite, le VIH est une maladie chronique. Elle n'est pas comme le paludisme. On peut diagnostiquer quelqu'un, on peut avoir le plasmodium positif tout de suite. On dit à l'intéressé, tu as le palud. Il prend l'antipaludique 3 jours, puis c'est fini. Mais le VIH étant chronique, il faut le préparer mentalement d'abord. Et qu'il soit apte pour le test, ensuite qu'il accepte les résultats, parce qu'il y a 3 types de résultats possibles, positifs, négatifs ou indéterminés. Donc il faut préparer le patient ou le client face à toutes ces éventualités, raison pour laquelle ce n'est pas disponible dans les pharmacies. Ensuite, le test, ce n'est pas un seul type, raison pour laquelle on ne peut pas disponibiliser. Chez MSF, nous avons les tests oraux. À travers la salive, on diagnostique, mais la confirmation, elle est faite par les spécialistes à l'hôpital, par la biologie. Aujourd'hui, vous avez dit la maladie n'est pas tabou, n'est plus une fatalité. En tout cas, il y a des porteurs de ce virus qui sont passés dans cette émission à visage découvert. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cadre légal pour la prise en charge? Est-ce qu'il y a un protocole, dire il faut respecter la loi ou quelque chose du genre? Oui, il y a un protocole, il y a la loi. Si mon collègue est là, Jean, si j'arrive à
déborder un peu, il peut me faire revenir sur les rails parce qu'il maîtrise la loi plus que moi. Il y a la loi. Mais en ce qui est de la partie médicale, la loi, je pense bien, c'est par rapport à la stigmatisation d'une. Oui, c'est par rapport à la stigmatisation. Mais par rapport à la prise en charge, il n'y a pas de protocole. Pas de protocole. Non. Alors, causerie entre patients et vous, psychologues. Alors, la première étape, c'est quoi? Après les résultats, vous commencez par quoi? Parce que vous ne commencez pas directement par les médicaments, vous commencez à préparer le patient, accepter sa maladie et accepter son traitement. Alors, la première phase, c'est quoi quand on a accepté son statut? Monsieur Dine, vous nous proposez quoi en premier lieu? Déjà, accepter le statut, c'est un processus. Hein? C'est qu'on peut te dire, oui, tu as le VIH, tu dis, oui, j'ai accepté, mais au fond, en fait, tu n'as pas accepté. Mais tu commences quand même, tu te dis, ouais, j'accepte le traitement. Une fois qu'on t'a bien expliqué le traitement, tu sais que c'est avantageux, ça te permet de vivre, tu acceptes le traitement. Mais après, la deuxième étape, c'est le suivi. C'est qu'on ne peut pas te donner le médicament et t'abandonner. C'est ce que nous appelons le suivi adhérence. C'est qu'il faut que se rassure que le patient prend bien le médicament. Ok, parce que la personne peut avoir des difficultés à prendre les médicaments si la personne n'a pas annoncé son statut à une autre personne. Prenons une femme, n'est-ce pas, enceinte qui est venue pendant la première consultation prénatale et puis on lui a dit que tu as le VIH et puis elle est surprise. Ok, comment elle va retourner à la maison? Comment elle va dire ça à son époux? Et est-ce qu'elle se pose encore des questions? Est-ce que je ne vais pas transmettre le virus, n'est-ce pas, à mon bébé qui est dans le ventre? Donc c'est pourquoi pour elle, il faut qu'elle revienne, n'est-ce pas, au prochain rendez-vous, qu'on l'accompagne. Ok, donc souvent au premier rendez-vous, dès qu'ils viennent en consultation médicale, on ramène la personne chez nous pour qu'on vienne échanger avec elle de comment ça se passe dans la vie de couple, de comment elle a négocié, n'est-ce pas, l'information liée au VIH, de comment elle a pris ses médicaments. Parce qu'au moins, on se rassure quand même qu'il y a un suivi systématique pendant les 6 premiers mois pour que la personne, n'est-ce pas, puisse supprimer sa charge virale. Diminuer le risque, voilà, ne pas transmettre à l'enfant. Donc c'est ce qui peut aider, n'est-ce pas, à la réussite du traitement-là. Donc toutes les difficultés que la personne rencontrera pendant le suivi adhérence, nous travaillons avec la personne, nous l'aidons à surmonter ces difficultés-là. Pour une maman, par exemple, qui a son enfant qui est pris en charge, l'enfant commence à poser des questions. Maman, de quoi je souffre? Je prends les médicaments pendant que je ne ressens aucune douleur, n'est-ce pas? La maman est perturbée. Comment elle va dire à l'enfant? Oui, tu as le VIH. L'enfant est très intelligent, elle a peur que l'enfant aille dire ça ailleurs, n'est-ce pas? Elle-même, elle ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire pour annoncer à son enfant, pendant que l'enfant nous pose beaucoup de questions. Donc, pour ce genre de difficultés-là, nous les suivons pendant toute la routine de suivi à adhérence. Très bien. Docteur, est-ce que cette question, on peut la poser? On se met à la place de Guinée, vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup d'analphabètes au niveau de la population. Alors moi, je pose une des questions qui revient à cette personne qui est là-bas, qui comprend rien. À quelle phase, donc, une prise en charge ou est seulement... en fait, à quelle phase la prise en charge est obligatoire? Docteur Saran. Dès que le diagnostic est posé positif et que le patient accepte son statut, il accepte le traitement, là, le traitement est obligatoire à partir de cet instant T pour ce patient de prendre les ARV. D'accord. Mais il n'y a pas de période. Dès que c'est posé, le résultat est là. Asymptomatique ou symptomatique, on commence le traitement directement. Okay. C'est ce que l'OMS et l'ONU-SIDA recommandent. Tester, traiter. Docteur, monsieur, laissez-moi vous appeler docteur. En tout cas, moi, cette émission s'appelle Dites-moi tout, docteur. C'est les médecins qui viennent ici en général. Alors, si je vous appelle docteur, il ne faut pas m'en vouloir, hein, docteur Dine. Alors, docteur Dine, est-ce qu'il y a des femmes en grossesse que vous suivez? Docteur, cette question est valable pour vous, que vous suivez et ne respectent pas la prise en charge des ARV et que l'enfant... après l'accouchement, après le dépistage du nouveau-né, et que cela aussi avéré, l'état de l'enfant soit positif. Est-ce que... Bon, il y a nos collègues, il y a une responsable PTME qui s'occupe de tout ça, de tout le programme de prévention de la transmission mère-enfant. Normalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, normalement, ce n'est pas logique qu'une femme enceinte puisse transmettre le virus à son bébé.
avec un bon suivi. Parce que beaucoup de pays sont arrivés à l'élimination de la transmission mère-enfant du virus. Ok? Mais vous savez, ce n'est pas le VIH qui fait peur de comment la femme peut gérer ça. L'annonce conjointe, c'est une problématique dans la prise en charge. Tout à fait. Imaginez quels sont les problèmes auxquels, oui, mais une femme quitte chez elle, elle est enceinte, elle vient pour sa première consultation prénatale. Ok? Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose le test de dépistage. Elle a dit à son mari, je viens voir ma sage-femme. Tu viens voir ta sage-femme, elle te dit, mais tiens, maintenant on propose systématiquement le test de dépistage pour toutes les femmes enceintes. Certains refusent. Oui, ça veut dire qu'elle est déjà asymptomatique, c'est qu'elle ne souffre de rien. Oui, mais est-ce qu'il y a des femmes qui Absolument. refusent? Oui, il y a certaines qui refusent. Non, je n'ai pas dit à mon mari. Il faut absolument que je discute avec lui. C'est qui est acceptable et c'est normal. Il y a certaines qui disent non, d'accord, parce qu'elle ne s'attend pas à ce qu'on lui dise qu'elle a le VIH. Mais elle accepte quand même de faire le test de dépistage. Oui, donc j'ai confiance en ma sage-femme, je vais faire mon test. Elle va faire le test. Après, elle est surprise du résultat. Attends, mais comment je peux avoir le VIH? Moi, je suis une femme fidèle, je n'ai jamais trahi mon mari. Comment je vais faire? D'ailleurs, comment je vais faire pour gérer tout ça? Est-ce que je ne vais pas transmettre le virus à son enfant? Donc, s'il n'y a pas un accompagnement à ce niveau-là, ça devient très, très compliqué. Généralement, la plupart des femmes sont perdues de vue après la deuxième consultation prénatale, si elles ne sont pas accompagnées. Maintenant, vous imaginez une femme qui vient au 8e mois de grossesse, le risque de transmettre le virus devient très élevé. C'est pourquoi toutes les femmes enceintes doivent comprendre quand même, doivent accepter, dès que tu es tombée enceinte, accepter déjà de faire le test de dépistage. La plupart des femmes connaissent leur statut, juste après la première consultation prénatale. C'est à ce moment qu'elles intègrent, qu'elles amènent tous les autres membres de la famille. Voici, c'est le petit frère de l'enfant qui va naître, qui va arriver à travers l'autre. Et puis après, c'est le mari qui ne sait pas, qui est surpris. Donc ça veut dire quand même la prise en charge de la femme enceinte pendant à la PTME, au niveau de la maternité, ça permet de faire bénéficier à toute la famille la prise en charge. Ok? Donc ça veut dire que tous les problèmes, généralement la femme peut facilement partager son statut à l'époux, mais c'est le contraire souvent. Des fois, c'est l'homme qui vient, mais les hommes, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Dans quel sens? De dire à leurs épouses. Ok. Et garder le secret. Non, pas c'est par expérience, parce que j'ai fait déjà 15 ans dans ce projet, je travaille. Je me suis rendu compte que les femmes, si tu les prépares, elles peuvent facilement dire à leur époux. Mais elles ont peur d'être répudiées après. Elles ont peur d'être stigmatisées. Dire oui, c'est toi la femme infidèle, c'est toi qui as amené. Ça peut être l'homme même qui a contaminé la femme. Justement, mais souvent, dans nos contextes africains, souvent on dit, c'est la femme, même si c'est elle l'innocente. On dit souvent, mais vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein? Moi, je sais. Docteur Sarang aussi. Oui, je reviens sur les mots de Dean. Oui. Ce programme PTME existe à MSF. Nous avons 1337 femmes qui sont dans ce programme. Comme il l'a si bien dit, nous avons des présentations tardives. Au fait, c'est des femmes qui ne sont pas suivies dans le programme. Du début de la grossesse, elles sont venues à terme dans la salle d'accouchement, on la dépiste positive, ou bien à 8 mois ou à 7 mois. Des fois, il y a certaines qui viennent avec l'enfant même, le bébé. Donc, nous avons ce problème. Mais celles qui sont suivies depuis au début de la grossesse, ou bien anciennement suivies, nous sommes dans les statistiques à 0,3% de positivité. Mais ces présentations tardives-là, nous sommes à 0,5%, qui ne dépend pas du projet. Okay. Quand elles viennent, nous sommes obligés de les accepter. Nous faisons ça, il y a un programme qui est là. Nous suivons ces enfants, nous faisons la chimioprophylaxie chez eux, à travers 2 molécules différentes que nous donnons. Mais celles qui sont dans le programme déjà, ça ne cause pas de problème dans le programme. Nous avons dans nos structures moins de problèmes avec ces femmes. Je dis 0,3%. Vous imaginez 1327 femmes. Si à 0,3%, ça c'est un grand pas. Mais de fait qu'on les reçoit tardivement à travers ces différentes maisons d'accouchement ou des cliniques, nous avons demandé auprès de l'État de nous aider, de disponibiliser ces tests dans ces différentes cliniques. N'importe quelle femme en état de famille qui se rende, pour qu'elle puisse en bénéficier. Dans les structures étatiques,
C'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, docteur Sarah, docteur Monsieur Dean va renchérir. Est-ce que la prise en charge est liée seulement aux ARV? La prise en charge n'est pas liée seulement aux ARV. Il y a les infections opportunistes que nous prenons en charge. Les ARV, en tout cas, ils sont incontournables. Ils sont au centre de la prise en charge. Mais on les fait accompagner par les infections, les anti-IO. Qu'est-ce que c'est? C'est Aidez-nous à comprendre un tout petit peu. Ok, ces anti-IO, c'est des médicaments qui nous aident à prendre les infections opportunistes en charge, telles que la tuberculose, je l'ai dit, les gales. N'importe quelle infection qui va survenir sur le terrain de VIH, nous les prenons en charge. Okay. Mais souvent d'ailleurs, vous, les médecins qui s'occupent des personnes vivant avec le VIH parlent souvent, en parlant des maladies opportunistes, parlent de la tuberculose. Donc c'est l'une des maladies, des infections la plus fréquente. Hein? C'est la cousine du VIH. Du VIH. Ah, alors, ils là. vont ensemble. Okay. Parce que le VIH s'attaque au système immunitaire. Ça affaiblit principalement les lymphocytes T ou CD4. Ok, le cryptocose, là, quand ça touche le système nerveux, l'homme devient, la personne devient comment? La personne devient agressive. Ok. Il peut y avoir de l'hémiplésie, un côté paralysé. Ok. Donc là, il y a une atteinte du système nerveux. D'accord. Il faut le prendre en charge immédiatement. Très bien. On tourne vers vous. C'est pas lié aux médicaments. La prise en charge, c'est psychosocial. Oui. Alors. Oui, la prise en charge psychosociale, en fait, c'est le bien-être de la personne. C'est sa qualité de vie. Vous imaginez quand tu dis à un jeune étudiant, tu as le VIH, ou une étudiante, tu as le VIH, il va tout de suite commencer à se projeter. Est-ce que je peux faire des enfants? Est-ce que je peux me marier? Mais avec qui d'ailleurs? Comment je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas être rejeté? Ce sont ces préoccupations-là. Parce que le soubassement, c'est d'abord ça, tenir compte de la dimension humaine, de tes préoccupations, de tes soucis. Parce que les gens n'ont plus peur de VIH et de SIDA, parce qu'il y a suffisamment d'informations. Avec toutes ces années passées avec le VIH, les gens se sont rendus compte qu'on peut vivre avec le VIH une fois que nous prenons le traitement. Mais les gens ont beaucoup plus peur du stigma, de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'ils vont savoir que j'ai le VIH. Ok? Et si la personne n'a pas aussi d'informations, il va penser que dès que j'ai le VIH, c'est fini. Je vais mourir squelettique, exhibé devant les gens. Ok? Donc c'est ce projet de vie souvent qui préoccupe et que les patients partagent avec nous. Pour une fille qui a le VIH, elle dit attention, moi ils veulent me donner à mon cousin. Mais moi je ne sais pas comment faire ça. Je n'ai annoncé à personne. Et si je vais accepter le mariage, c'est que j'accepte de transmettre le virus à mon cousin. Elle n'a pas d'information. On vient discuter. Mais aujourd'hui, par l'avancée, n'est-ce pas, de la science et de l'effet des médicaments, aujourd'hui, on a beaucoup de couples sérodiscordants qui se marient. C'est-à-dire un homme qui n'a pas le VIH, qui accepte, n'est-ce pas, d'épouser une femme qui a le VIH. Hein? Par amour, c'est ce que je dis aux gens, le plus fort, c'est l'amour. Ce n'est pas le VIH. Mais après, par amour, la science a évolué. Aujourd'hui, on peut vivre ensemble sans que je ne te transmette, n'est-ce pas, le virus. Il suffit juste quand un traitement est suivi, on est là, on les accompagne dans ce cadre-là. Il y a autre élément important et qui fait qu'il faut absolument la présence de quelqu'un. L'apparition des premières infections opportunistes. Si par exemple, tu as commencé le traitement, mais tu n'as pas eu toutes les informations, mais après tu as une première infection opportuniste, par exemple, qui vient, et puis tu as tout de suite la TB, ou tu as la candidose buccale dans la bouche, mais tu ne sais pas pourquoi ça arrive, ok? Et ça te préoccupe, ça génère, n'est-ce pas, beaucoup de stress, ça génère beaucoup de panique, ok, beaucoup d'angoisse. C'est pourquoi on est là pendant ce temps de faire la psychoéducation, qui consiste, n'est-ce pas, à tenir compte des préoccupations des personnes, de la personne qui est devant nous, pour donner toutes les informations utiles pour sa santé, pour son bien-être, mais aussi lui donner des informations sur les médicaments. Les médecins nous forment, nous-mêmes, les psychologues, pour que nous puissions, n'est-ce pas, expliquer que ce qui t'arrive, c'est lié à un effet secondaire d'un traitement, d'un médicament qu'on t'a donné.
Ok. Une autre dimension très importante aussi, c'est quand la personne échoue son traitement. C'est que tu n'as pas bien pris ton médicament. Alors, à quel moment on échoue son traitement par... Oui, normalement, quand tu prends le médicament correctement, tu ne vas pas échouer à ton traitement. Alors, par exemple, lorsqu'on a oublié une prise de médicament 1-2 jours, ça peut impacter directement. Nous disons aux gens de toujours prendre, ne jamais négliger. On ne sait jamais à quel moment le virus... On est l'homme là, on peut oublier. C'est ce que je dis. Oui, jour, maintenant jours, on peut oublier une fois, ce n'est pas un problème en soi. Mais tu oublies aujourd'hui, comme les Diaranké, tu oublies demain. Ah, c'est une provocation. Après-demain, c'est que ce n'est pas de l'oubli. C'est pourquoi on essaie d'être quand même très rigoureux avec ça, pour ne pas qu'on en fasse une coutume. Ok, mais oublier, c'est normal, c'est humain. Vous savez, ce n'est pas facile de prendre un traitement à vie. C'est compliqué. Une patiente est venue me dire un jour, docteur, parce qu'on nous dit docteur à l'hôpital, hein, même si je ne suis pas médecin, je suis un psychologue, il vient me dire, mais je suis juste venu te dire que je ne prends plus les médicaments. Je dis pourquoi? Non, mais tu as toutes les informations sur la maladie, sur le traitement. Tu as fait 10 ans, tu vis avec. En plus, tu as réussi ton traitement. Tu as un cerveau indétectable et tu me dis aujourd'hui que tu ne veux plus prendre les médicaments. Il dit oui, c'est juste ça. Il y a toutes les informations. J'ai décidé d'arrêter. Et je ne prends plus. Parce qu'elle était au sérieux, là? Sérieux. Mais elle avait envie de partager ça avec moi. Elle dit non, c'est fini. J'arrête. C'est parce qu'il y a un moment que les patients sont fatigués. Prendre un traitement à vie. Ces médicaments, on tous les jours, tu les prends. Oui, mais ça dépend de docteur saura mieux vous le dire. Ça dépend, n'est-ce pas, de ce que tu as su, tu es co-infecté. Tu vas prendre certainement beaucoup plus de médicaments. Mais sinon, certains prennent juste une molécule. Mais après, prendre un médicament pendant 10 ans, à un moment, tu es épuisé. La personne, c'est ce qu'on appelle chez nous fatigue traitement. Je ne prends plus. Mais elle a besoin d'être accompagnée. Généralement, ce que je dis aux patients, et j'échange avec eux, si tu vis avec une pathologie chronique, tu ne dois pas considérer, n'est-ce pas, les médicaments que tu prends comme des produits pharmaceutiques. Ces médicaments doivent avoir une place dans ta vie. Ça doit être comme tu te brosses tous les jours, chaque matin, tu manges tous les jours, tu bois tous les jours, tu n'es pas fatigué. Mais tu t'habilles correctement tous les jours, mais tu ne t'es jamais fatigué toute la vie. Il faut que ce médicament gagne une place dans ta vie. Il faut que ce médicament intègre ta vie tous les jours. Et sinon, à un moment, les gens sont fatigués. Mais justement, l'accompagnement psychosocial, c'est aussi ce moment-là, ce moment de délaissement à cause d'une détresse psychologique. On est là pour les aider, pour les écouter. Docteur Sarah, lorsqu'on est fatigué de prendre son traitement, est-ce que lorsque la charge virale est indétectable, on arrête le truc, ça peut changer la donne? Évidemment. On a dit que le VIH n'est pas, pour le moment, on n'a pas eu de remède qui peut traiter. Pas de vaccin pour le moment. Oui. C'est en cours. Hein. C'est en cours. Donc, qu'est-ce que ces ARV font? Ils empêchent le virus de se multiplier. Mais une fois que tu arrêtes le traitement, ma soeur... Il y a toujours des virus là qui sont quelque part là, qui sont prêts à te combattre. Hein. À se combattre, à se battre. Oui. Donc, tu donnes l'opportunité, l'occasion à ces virus de se multiplier à des milliers davantage par minute. Donc, on n'a plus la maîtrise de la multiplication. C'est pour avoir une idée, est-ce qu'on peut avoir une estimation des chiffres des personnes vivant avec le VIH dans les différentes structures de Conakry? Oui, sinon à l'intérieur. En Guinée, on a plus de 120 000 personnes qui vivent avec le VIH. 120 000 personnes. 120 000. Enregistrés, hein? Oui, enregistrés. Répertoriés. Oui, et les statistiques qui datent de février 2019. D'accord. Plus de 120 000 personnes qui vivent avec le VIH. Parmi ces 120 000 personnes, nous avons 64 442 qui sont sous traitement sur le plan national. Chez MSF, là où nous sommes, nous avons 13 687 patients qui sont sous traitement répartis dans 7 structures, à savoir le CMC de Matam, le centre mère, le CMC des Flamboyants, CMC de Coléa et le CES de Bessiaport, CS de Dapompa, CS de Tombolia et CS de Wanindara.
Mais tout cela s'est concentré à Conakry. Oui, à Conakry. Pourquoi pas à l'intérieur? Il faut Non, penser... à l'intérieur, MSF évolue à l'intérieur, mais dans un autre volet. Ok. Pas dans Pas le cadre le du VIH. VIH. Okay. Ça, c'est le paludisme vous et la avez malnutrition. Ok. On va revenir et puis on va laisser les téléspectateurs poser certaines questions. Docteur, les problèmes liés de part et d'autre. Hein? Oui, vous venez de parler de l'intérieur du pays. Nous avons une équipe qui vient de rentrer en collaboration avec le Programme national de lutte contre le VIH et les maladies hépatiques. Okay. Ils étaient dans la région de Kankan, oui, et de Zérékouri. L'équipe est rentrée la semaine passée. Ce qui nous pousse, c'est possible avec la bonne collaboration. D'avoir des antennes, hein? Oui. Des points focaux à l'intérieur avec le programme. Oui, nous avons les points focaux, nous communiquons avec ces points focaux. D'accord. Mais c'est possible avec le programme national qu'on puisse aller à l'intérieur. C'est pas officiel. À l'intérieur, vous vous occupez d'autres volets. À Conakry, vous gérez les maladies et la maladie du VIH. Attention pour information. Nous venons de quitter. On est allé quand même pendant la GMS, on est allé à Kankan. Et un peu certaines villes de la Haute-Guinée, mais à Kankan, on a fait le dépistage de plus de 250 personnes. Il y a 95 positifs et ça, c'est très rare. Ça fait plus de 37% de prévalence. Et ça, c'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est juste pour renforcer ce que vous venez de dire. Il y a une nécessité d'une prise en charge globale partout. Je pense qu'il y en a, il faut renforcer cela. Voilà. Mais justement, je voulais poser les problèmes liés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la dernière question qui revient maintenant, parce qu'on veut bannir ou on veut supprimer cette maladie quand même dans le programme, le VIH, selon l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, les 3,90, il faut que la population du monde vive sans VIH. Lorsque encore on parle d'avoir des antennes ou des points focaux à l'intérieur, est-ce qu'on prétend à cet objectif-là? Nous sommes très loin de cet objectif. Ok, voilà. La Guinée est très loin de cet objectif. Le premier 90 même, on est très loin. On n'est pas arrivé. Nous sommes à 64. Alors, quand est-ce... Mais d'ici 2030, ça veut dire qu'en Guinée, il y aura toujours le VIH. D'ici 2030, il y aura toujours le VIH. Mais nous supposons que d'ici 2030, nous allons atteindre ces 3,90, Inch'Allah. Avec l'implication de plusieurs ONG locales. D'accord. Alors, on va parler de part et d'autre, vous concernant, et puis, Monsieur Dean, les problèmes liés à la prise en charge, traitement, médicamenteux, je reviens toujours médicamenteuse, traitement, médicaments, la prise en charge médicale, hein, vous le dites, et puis psychosociale. Très rapidement, les téléspectateurs sont là au bout de fil pour vous poser des questions. Nous, du côté médical, la première difficulté, c'est la stigmatisation. Ça nous fatigue. Parce que si un patient se rend dans une de nos structures... le 620, il faut rappeler le numéro pour permettre aux téléspectateurs, le 620 58 90 73. Oui, docteur, excusez-nous. Oui, cette stigmatisation nous cause énormément de problèmes dans la prise en charge. Parce que le diagnostic dont Dean vient d'évoquer, fatigue traitement, c'est la stigmatisation. 80% de ces patients nous diront que docteur, je préfère que vous m'enlevez dans ce centre. Transférez-moi ailleurs. J'ai vu une sœur, un frère, donc je ne peux plus continuer le traitement. Au fait, le nombre de pilules à prendre, c'est un problème. Le poids de la pathologie, c'est un autre problème. Et si l'intéressé est indexé encore dans le quartier, ça nous fatigue. Donc, nous demandons à toute la population guinéenne, quand un proche a le VIH, de ne pas l'indexer, de ne pas le rejeter, de l'approcher. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord. Docteur, Monsieur Dean, avant de vous revenir, on va prendre donc cet appel. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ça va? S'il vous plaît, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est monsieur Massari Amara. Monsieur Massari, nous vous écoutons. Oui, je voulais poser, comment ça s'appelle, poser le problème par rapport à la prise en charge médicamenteuse de VIH.
Voilà. Tout à l'heure, le docteur vient de dire que les malades, à force de prendre des médicaments, n'ont plus le goût des médicaments, quoi. Bon, je fais une remarque. Vous voyez, chez nous, il y a un problème de manger, mais chez les blancs, il n'y a pas de problème de manger. Vous comprenez un peu? Allez-y. Voilà, allez-moi. Bon, maintenant, tellement que les gens ont l'abondance de manger, aujourd'hui, il faut embellir nos manger pour que les gens aient l'appétit. Ça, que vous comprenez? Allez-y. Voilà, maintenant, comme les gens auront maintenant de prendre les médicaments, parce que ces médicaments, on ne peut pas avoir une méthode pour embellir, pour avoir comment dire, ces médicaments comme le manger et prendre sans se rendre compte. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Donc, mais M. Dean, vous avez compris? Oui, mais parce que... Voilà. Vous parlez, c'est des gélules, non? Oui, c'est des pilules, c'est des comprimés. Des comprimés? Les formes adultes, c'est des comprimés. Oui, allez-y, pour que nous puissions... Oui, allez-y. Voilà, c'est le psychologue tout à l'heure qui a parlé. Il dit qu'un patient est venu lui dire, docteur, je ne prends plus les médicaments. Tout à fait. Voilà, parce que pourquoi que ça fait 10 ans il est sur la même chose, il ne peut plus, il est fatigué. Oui. Voilà, tandis que lui-même il a dit qu'on ne se fatigue jamais à se brocher. On ne se fatigue jamais à manger. Vous comprenez? Oui. Là. Allez-y. Donc, du coup, si on peut trouver notre méthodologie, comment prendre ces médicaments sans les voir? Si c'est dans le manger, par exemple, un manger avec lequel il est compatible, ne serait-ce que ça. Docteur, dis ce que tu as... Voilà, c'est une idée que j'ai émise, mais je ne sais pas si c'est important. Ben ça revient pas, mais c'est peut-être ça, aux fabricants, hein, peut-être de colorer ou de changer, c'est-à-dire la capsule, je ne sais pas. Moi, je pense que dans l'accompagnement aussi, nous le faisons. Il y a des gens à un moment, surtout les enfants, avec les ARV pédiatriques, les enfants souvent ne prennent pas, tenant compte de la taille, de l'odeur même de certains comprimés. Mais si l'enfant, on peut dire, mais si l'enfant peut prendre avec caille, s'il prend le bonbon, il peut aussi prendre le médicament pendant ce temps, ou pendant qu'il mange. L'essentiel que le médicament soit dans le ventre. Okay. Et il y a beaucoup même des adultes qui trouvent des astuces pour pouvoir prendre les médicaments. Dans le jus peut-être. Dans le jus, tout ça. C'est ce que je dis. L'essentiel que ce soit dans le ventre. Okay. Mais pour l'instant, comme vous avez dit, on est limité, on ne fabrique rien. Mais je crois qu'avec l'évolution de la science, je crois que même il y a des projets, je crois, qui permettront de faciliter beaucoup de choses. Peut-être des injections vont arriver, ainsi de suite. La forme pédiatrique, il y a des formes granuleuses, des sachets qu'on peut mettre dans la nourriture pour les enfants. Okay. La forme sirop, évidemment, on peut le faire pour les enfants, mais les adultes, pour le moment, non. D'accord. Ok. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Mais éloignez-vous de votre poste téléviseur, là. Moi, je voulais demander s'il y a un moyen de prendre des piqûres. Là, mais moi. Si, il y a quoi? Monsieur Dick, est-ce que si il peut prendre des injections, les ARV par... Voilà. Je pense que ça existe en Europe, à moins que je m'abuse. Je crois qu'il y a des projets comme ça. Je crois. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé chez nous, mais c'est possible. La science évolue, il faut être optimiste. Je pense qu'il y a des tentatives. Ok. Docteur, moi, quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit dans les structures publiques, le dépistage est disponible ou les tests sont disponibles, et seulement dans les cliniques. Par rapport à cela, est-ce que ces centres de santé à Conakry à l'intérieur répondent un tout petit peu aux normes de prise en charge? Oui, dans toutes les structures étatiques, dis-je, ils ont les tests, ils sont formés pour les différentes méthodes de dépistage, les techniques, ils le savent. Je dis bien les structures étatiques. D'accord.
sont formés, en tout cas, ils sont outillés. Oui, ils sont outillés par le programme national. Conakry, même l'intérieur. Même l'intérieur. Alors, outillés comme ceux des autres pays. Oui, comme ceux des autres pays. La seule différence est que les postes de santé, ils peuvent dépister, mais ils ne peuvent pas prendre en charge. Okay. Ils réfèrent dans les centres de santé, sauf le programme PTME. D'accord. Voilà. Oui, allô, messieurs, votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, Amara Kamara. Oui, monsieur Amara, nous vous écoutons. J'ai aussi comme ça en direct là. Oui, allez-y. Dites-moi tout le cœur. Allez-y, monsieur Amara. C'est à propos, allez-y. J'ai une fiancée là. Oui. On a étudié ensemble. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, elle est laborative. Elle a fait maintenant le test, c'est son fils, elle est maintenant elle a VIH. Et moi, je sais pour moi aussi, je suis négatif. Mais je vais maintenant poser la question là, s'il n'y a pas maintenant un risque de transmission, comme moi, je suis de zéro négatif, celle-là, elle est de zéro négatif, donc il est positif. Il n'y a pas de risque de transmission entre nous. C'est un couple? Je suis de zéro négatif. Ma fiancée est de zéro positif. Il n'y a pas maintenant un risque de transmission à mon niveau. Est-ce que... Oui, moi je l'ai bien compris. Rapidement, on va voir l'élément qu'on veut faire passer pour un message là. Si le temps nous permet, docteur Sarah, vous avez compris? Oui, j'ai compris sa question. Allez-y. Oui, sa question est que lui, il est de O négatif. Okay. Sa fiancée est de O positif, qui est positive au VIH. Okay. Le risque de transmission du VIH sur lui. La première question, je veux savoir, est-ce que sa prétendante là est sous traitement? C'est la première question. Parce que si elle n'est pas sous traitement, je ne peux pas m'hasarder de dire qu'il n'y a pas de risque. Là, il faut nous rassurer que sa prétendante est sous traitement ou comment? Alors, pour aider donc ce monsieur qui vient d'appeler, est-ce qu'on peut communiquer un numéro pour vous joindre, pour que vous puissiez l'aider? Oui. Parce que son cas est un peu, apparemment, oui, doit on être ne peut un pas peu résoudre critique. ça à l'antenne. Voilà. Docteur Sarah, on peut communiquer un numéro? Oui, le 656. Bien, si la régie peut nous aider, le 656. Le 656. 555. 555. 030. 030. Si la régie peut nous afficher ça, le 656 555 030. Alors, avant de prendre, docteur, vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ce monsieur? Par rapport à ce monsieur, quand même, il faut comprendre qu'il n'y a pas de zéro risque. D'accord. Ok, mais si sa prétendante est sous traitement et qu'elle arrive à supprimer, le risque devient très très petit. D'accord. Voilà, donc je pense si elle n'est pas sous traitement. Oui, si elle n'est pas sous traitement, le risque devient très élevé. Okay. Mais maintenant, puisque Dr Saran, il a pris le numéro de Dr Saran, je crois que s'il a besoin d'un accompagnement psychologique, il peut aussi venir avec moi. Ok, ça va être très rapide. On va prendre donc, après cet appel, on va faire passer un message. Allô? Allô, oui. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Moi, je veux savoir comment éviter le VIH-Sida. Comment éviter le VIH-Sida? Docteur, vous répondez à cette question. Le premier moyen d'éviter le VIH, c'est le dépistage. Okay. Il faut connaître son statut d'abord, savoir je suis négatif ou positif au VIH. Comme ça, je saurai les dispositifs à prendre. Alors, le premier moyen, c'est le dépistage. Okay. Quand l'intéressé se trouve négatif, là, il peut prendre les précautions. Parce que on ne peut pas, tout adulte, toute personne qui mange du sel, on ne peut pas l'empêcher. C'est un besoin biologique. On ne peut pas l'empêcher de faire quoi? De satisfaire son désir. Ok. Docteur Sarah. Allez, oui. Oui. Donc, on ne peut pas l'empêcher. Avant, on disait que le premier moyen, c'était l'abstinence. L'abstinence, oui. Maintenant, le premier moyen, c'est le dépistage. Okay.
Le second moyen, l'utilisation des préservatifs. On ne peut pas imposer la fidélité. On prend la régie ici, notre élément est prêt. Alors, est-ce qu'on peut connaître le timing là? Allô? Oui, bonsoir. Madame. Oui, bonsoir madame, vous aussi. Votre nom, d'où vous nous appelez? Adna Djelebari, Oui, depuis nous, Bomboli. oui, nous vous écoutons. Et je voulais savoir si le docteur pouvait me donner la différence entre le VIH et le sida. Très La différence. bien, cette question revient à chaque fois que nous avons des invités du Oui. programme ou MSF, on pose cette question VIH, sida. Alors, rapidement, docteur Sarah. Ok, le VIH, ça c'est le virus immunodéficience humaine. Le personne peut être infectée par le VIH sans signe symptomatique. L'intéressé est asymptomatique. On ne voit aucun signe chez lui. Lorsque cette phase est compliquée, avec l'apparition des signes maintenant, c'est là où on parle du sida, le syndrome immunodéficience acquise. Ok, les symptômes là, c'est quoi quand c'est phase de sida là? C'est Phase quoi? sida, ça c'est à partir du stade 3 de l'OMS. Mais les signes là, c'est quoi? Les signes, des fois, je n'aime pas trop citer les signes. à Allez-y, l'antenne. c'est pour permettre. On dit que le sida n'est plus une fatalité. Ok, Faut permettre. ces signes peuvent être la céphalée, un simple état grippal, une laryngite, Ok. douleur De la bouche. abdominale, Ok. la diarrhée, la candidose, une éruption cutanée. Raison pour Des laquelle- dermatoses sur le corps. Oui, des dermatoses, des boutons sur le corps. D'accord. Donc, raison pour laquelle je n'aime pas trop citer ces signes à l'antenne. À cette phase maintenant, le patient est à la phase sida. Le système immunitaire est affaibli. Ok, Les- mais on peut sauver aussi. Il peut y arriver qu'on sauve Bien ces sûr, personnes. on peut les sauver. On D'accord. peut les sauver. Et maintenant, le système immunitaire est défaillant ici. Les lymphocytes T qui assument notre défense immunitaire sont complètement détruits. Oui, oui, on peut mettre l'élément avant de revenir. Les téléspectateurs peuvent patienter un tout petit peu. On peut balancer ce message pour permettre aussi à ceux qui nous regardent de comprendre un tout petit peu. Sinon, moi, j'ai une question. Je suis Dr Tata Gabou, directrice de la santé de la ville de Conakry. J'invite chaque Guinéenne et chaque Guinéen à soutenir les personnes vivant avec le VIH. Ensemble, barrons la route au VIH pour une Guinée sans sida. Aujourd'hui, avec la disponibilité et la gratuité du traitement antirétroviral, les personnes vivant avec VIH peuvent vivre aussi longtemps que possible et dans la bonne santé si elles sont soutenues. Apportons-leur notre soutien moral, matériel et financier afin qu'elles puissent supporter le poids de la maladie dans la dignité. Soutenons les personnes vivant avec le VIH. Je suis Dr Youssef Kouita, coordonnateur national du programme de lutte contre le sida et les hépatites au ministère de la Santé. J'invite chaque Guinéen, chaque Guinéenne à soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida. Je suis Dr Dadossi Kenyasi, directrice pays de l'ONU-Sida en Guinée. J'invite chaque Guinéenne et chaque Guinéen à soutenir les personnes vivant avec le VIH. Ensemble, barrons la route au VIH pour une Guinée sans sida. Je suis Dr Christine Bimancha, coordonnatrice du projet VIH pour MSF à Conakry. Depuis 2003, nous participons à la lutte contre le VIH-Sida à travers une prise en charge médicale et psychosociale gratuite. J'invite chaque Guinéen et Guinéenne à nous rejoindre dans cette lutte en soutenant les personnes vivant avec le VIH. Ensemble, barrons la route au VIH pour une Guinée sans sida. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais il y a une question, moi, qui me préoccupe, docteur Sarin. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème lié à la rupture des intrants, notamment les ARV, pose toujours? Au fait, il n'y a pas de rupture proprement dite de nos jours d'aujourd'hui. Parce qu'en faisant l'inventaire de ces intrants,
avant, c'est une seule équipe qui le faisait. De nos jours d'aujourd'hui, l'inventaire est fait par l'ensemble de toutes les personnes impliquées dans la prise en charge. Il y a toutes les institutions, les ONG, les laborantins, tout le monde sont associés et puis faire l'inventaire. Mais le problème, c'est au niveau du circuit d'approvisionnement et de l'inventaire, au niveau des différentes structures, c'est ce qui nous cause assez de problèmes. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Dr Sarah Kaba Kamara, médecin clinicienne à la décentralisation à MSF, et Monsieur Alpha Oumar Dine Diallo, psychologue, clinicien également, responsable de la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH, SIDA également. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, avant de clôturer, permettez-nous de souhaiter, c'est notre dernière émission, notre dernier numéro de l'année 2020. Nous allons donc profiter pour souhaiter bonne année à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, et à tous ceux qui nous soutiennent pour que cette émission aille de l'avant. Nous profitons également pour souhaiter joyeux anniversaire au directeur général de la télévision nationale, au directeur général de la RTG Coloma, au directeur de la télévision nationale, le directeur des programmes, de la programmation et tous les responsables des différents services de la RTG. Je profite également pour souhaiter joyeux Noël à la fraternité collège Ratoma, à tous les malades couchés dans les hôpitaux et dans les domiciles, et à mon frère Ben Salah Sidibé et à toute sa famille, à Madame Silla Makonte et Oumou Silla, toutes à Inipra, à ma famille. On se retrouve en 2021 avec la même énergie, la même pêche, la même dynamique pour vous servir. Encore une fois, bonne année à vous tous et merci à l'équipe technique qui m'a accompagné durant tout le long de cette année. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à mon époux.